ton univers est marqué par le voyage et donc Jules Verne venait à point nommé. Tu travailles autour de l'univers de Jules Verne depuis de très nombreuses années Mhm. maintenant. Comment t'es venue la passion pour cet auteur? Je pense que enfin, quand j'étais enfant, c'était une référence comme pour beaucoup d'autres enfants, enfin, de ma génération. C'est vrai qu'au niveau des voyages, il n'y avait pas tout cet univers fantastique qui est développé aujourd'hui par tous les médias. Donc Jules Verne restait une référence. J'avais été voir, je me souviens, 20 milieux sous les mers, le film qui doit dater des années 55, 56, je sais plus, de Disney, avec ma grand-mère. Et du coup, voilà, ça m'avait aussi bien plu. Donc je pense que c'est un mélange de tout ça, de l'idée qu'on se fait de Jules Verne et du voyage quand on est jeune, et puis ce film qui m'avait marqué à l'époque, et qui fait que ça m'a donné envie d'en savoir un peu plus sur l'auteur et sur ses textes. Et donc Jules Verne, c'est aussi une thématique qui se voit un peu dans l'exposition de la galerie, c'est les transports. Oui, Du coup, ça suscite le rêve. Enfin, voilà, oui, c'est les moyens de transport. C'est pour ça que mon texte préféré étant 20 milieux sous les mers, c'est effectivement aussi le Nautilus, qui est une machine à voyager et à rêver. Euh, c'est vrai que les train, moyens. navire flottant dans Oui, les mais ça c'est airs. assez commun, je dirais, comme univers, on va dire. Voilà, on pense aux dirigeables, on pense à tout ce qu'on aimerait voir aujourd'hui dans le ciel de Paris, par exemple. Voilà, on aimerait bien voir ça se développer un peu plus. Un des points qui m'intéresse particulièrement, c'est tu travailles beaucoup sur la verticalité des plongées, des contre-plongées. C'est quelque chose que... Alors j'aime bien les deux en fait. Tout dépend de l'impression que je veux donner, hein. C'est comme, enfin, faut choisir un cadrage. Des fois c'est difficile. Si on veut, j'ai fait une toile notamment qui était assez compliquée parce que je voulais qu'on voit effectivement en plongée et en contre-plongée. Ça voulait dire que c'était une espèce de fisheye, quoi, une espèce de déformation. On pouvait aussi bien voir en haut qu'en bas, et du coup les immeubles étaient un petit peu arrondis. Donc voilà, il faut faire un choix. Soit on fait une vue générale, mais avec peut-être un plan très éloigné qui permet de ne pas avoir trop de déformation, le plan du fond qui n'est pas déformé. Et à ce moment-là, on peut se permettre d'avoir un premier plan fort et qui soit simple, quoi. Mais enfin, c'est pas facile à gérer. Le cadrage est important, mais j'aime bien aussi le format horizontal. Alors je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est le fait d'être habitué à regarder les films aussi, peut-être. Je pense que ça a une influence. Le format horizontal est intéressant. Mais des fois, c'est un dilemme de choisir entre les deux. On Et peut donc avoir quelque tu chose mixes de... du coup, enfin, tu fais des tableaux en fonction de... Oui, bah oui. Alors, je pense que le format vertical, il y a quelque chose de peut-être je sais pas comment expliquer ça, mais il peut y avoir une sorte de contemplation. Je sais pas. Le format horizontal, en tout cas, c'est plus lié à l'horizon, je pense. Quelque chose qui est peut-être plus calme en soi. C'est plus calme. On peut balayer du regard quelque chose, c'est plus naturel. Alors que le format vertical, c'est comme si on était dans la rue, effectivement, on se retrouve par exemple à New York, on regarde en haut et on est presque oppressé par quelque chose voilà, qui nous entoure. Et un autre aspect de ton travail, c'est, on le voit donc sur la plupart des tableaux, c'est le gigantisme. Ouais. Tu travailles, enfin, tes sujets, enfin, les Je, moyens de je- transport, alors, les immeubles, c'est... ouais, ça me fascine et je pense que c'est aussi quelque chose qui me fait un peu peur en fait. C'est pour ça que je le mets en scène. J'aime bien cette notion d'échelle entre un humain qui est petit avec un environnement qui le dépasse. J'aime bien ça. Mais je ne sais pas à quoi c'est dû. Je pense que peut-être que le fait d'avoir vu des images petits de Jules Verne ou d'autres, de Gustave Doré, on voit des petits personnages qui sont en train de regarder des grands décors autour, des choses qui les dépassent comme ça. Je trouve ça intéressant. J'aime bien cette échelle-là de contemplation. Voilà. Après, c'est vrai de voir un bateau, une coque de bateau, quand on est sur un port, c'est toujours impressionnant. Cette structure-là qui est énorme et qui est quand même faite par les hommes, voilà, c'est impressionnant. On retrouve effectivement dans Jules Verne cette idée-là. Euh, je pense à une ville flottante qui parle du Great Eastern en fait, qui est un des bateaux enfin, le plus gros qui a été construit et puis qui n'a pas navigué très longtemps parce que incontrôlable, quoi, quelque chose de trop grand, trop gigantesque.
et qui a eu d'ailleurs pas mal d'accidents enfin, lors de sa construction. Enfin, c'était mal parti dès le début, quoi. Mais j'aime bien cette notion de création comme ça, un peu démesurée. Parce que c'est impressionnant, même pour moi, quand je le fais. Et puis le fait aussi de choisir des formats assez grands, ça permet de me plonger dans quelque chose d'assez... Et on le voit un peu pour les éléments architecturaux. Je ne sais pas si c'est une référence. On est un petit peu dans les univers un peu à la Squitten aussi. Ouais, ouais. J'avoue que c'est vrai que j'ai beaucoup aimé enfin, le travail de Squitten en fait, hein, quand j'étais ado. Il y a beaucoup de références en fait que j'ai aujourd'hui qui sont des références quand j'étais adolescent. J'ai peu évolué, je dirais. Je vois beaucoup de choses aujourd'hui, mais j'ai toujours mes références qui viennent de là, quoi. Skeuten, Drouillet, Bilal, Moebius. Enfin, vous allez retrouver des éléments si vous voyez mon travail qui viennent de là. Et donc, pour parler de l'architecture, ces gros bâtiments, est-ce que tu as un regard sur ce qui se passe actuellement? Parce qu'on parle de plus en plus maintenant de tours gigantesques, on va de plus en plus haut. Oui. Je crois le plus gros, c'est presque 1000 mètres d'altitude pour le plus gros. Moi, j'invente rien en fait. Je pense que, évidemment, maintenant les technologies permettent d'aller de plus en plus loin, mais en même temps, les gratte-ciel des années 20, ils étaient aussi énormes. Enfin, les structures étaient en acier, et maintenant on a du plastique, on a des matériaux en carbone, enfin des choses qui permettent d'alléger tout et puis d'aller encore plus loin. Mais moi je suis quelqu'un de la campagne, je ne suis pas quelqu'un de la ville, donc du coup quand je vois ça, je regarde différemment. Pour moi c'est pas juste des matériaux qui sont les uns sur les autres, c'est une espèce de construction labyrinthique un peu mystérieuse aussi. Voilà. Je le vois comme... J'essaye de le raccorder finalement, je le raccorde comme je regarde un paysage, quelque chose d'un peu... voilà, un peu étrange aussi, qui part vers le haut mais qui peut s'étendre dans les bas-fonds. Enfin... Et dans ton œuvre, on en parlait un petit peu tout à l'heure, un des aspects qui est intéressant, que je trouve intéressant, c'est le mouvement. On a l'impression qu'il y a toujours du mouvement, que derrière chaque peinture, il y a une histoire qui peut se créer. Oui, alors ça c'est ma déformation un petit peu plus d'illustrateur de couverture. C'est-à-dire que mon travail dans une couverture, c'est de choisir... Bon, évidemment, il y a plusieurs manières de traiter une couverture. On peut faire quelque chose de plus symbolique. On peut aussi choisir un passage de texte qui est vraiment révélateur de l'ensemble du livre et de son ambiance. En fait, je choisis un moment précis. Mais ce moment précis, je peux aussi mettre quelques éléments qui peuvent suggérer ce qu'il y a eu avant et peut-être suggérer ce qui peut se passer par la suite. Et c'est ça qui est, enfin, je trouve intéressant dans une image d'avoir aussi quelques petites choses qui indiquent aussi voilà, ce qu'il y a pu y avoir avant et ce qui pourra se passer. C'est-à-dire que c'est un instantané, mais il faut bien le choisir. Dans le catalogue d'exposition, qui est magnifique, on a une page avec un tableau et une page avec un crayonné. J'ai vu sur ton site web aussi, tu as bien présenté un peu les phases de ton travail. C'était important de montrer de quoi tu es parti. Alors je m'en excuse, mais j'ai pas assez le temps pour avoir un blog et tout. Voilà, c'est un truc que je fais pas parce que j'ai pas le temps. Franchement, j'arrive pas à gérer ça entre le travail, la vie de famille et tout. J'ai tous mes copains qui ont des blogs et des machins, je trouve ça super, mais enfin voilà, j'ai pas le temps. Et je m'en excuse auprès des gens qui suivent mon travail parce que c'est une grande frustration pour moi de pas le faire et de pas. Alors il y a ça, et puis en même temps, je considère aussi que c'est un travail un peu de retrait. Quand on crée quelque chose, on le fait chez soi, tranquillement. On se pose des questions, mais voilà, je livre après mon travail lors d'une expo ou d'un livre. Mais en attendant, c'est un travail aussi un peu solitaire. Mais j'aimerais bien effectivement en faire partager le plus grand nombre avant, mais ça, bon, j'ai pas le temps. Après, les crayonnés... alors, voilà, j'ai toujours un carnet de crayonnés que j'ai avec moi, et puis de temps en temps je marque, mais ça peut être une phrase aussi, hein, c'est pas forcément un dessin. Et je dirais que dans l'exposition, il y a peut-être la moitié des images qui sont dans l'expo qui sont nées de mes trajets de Caen, parce que j'habite à Caen en Normandie, de Caen à Paris. Donc je prenais mon carnet, tiens j'avais une idée, hop, parce que j'étais dans une période... dans un moment un peu neutre de trajet. Je ne suis pas au boulot, je reviens d'un rendez-vous de travail à Paris, donc je suis libre là. Et effectivement, l'imagination n'a pas de contraintes là, à ce moment-là. Donc on peut marquer quelques trucs, faire quelques crayonnés. Dans le catalogue, vous avez des petits crayonnés très rapidement faits, mais qui sont juste une première petite approche, une petite idée, avec des fois juste une petite phrase à côté, on peut mettre ça, voilà. Est-ce que tu peux expliquer ton processus créatif, donc à partir de ce petit crayonné jusqu'au
pas me prendre un par exemple. En fait, le principe, c'est d'essayer de trouver des nouvelles idées. Donc ça, c'est toujours ce qui fait un peu peur à tous les créateurs, c'est de pas, voilà, de se renouveler aussi un petit peu, d'avoir envie de faire les choses aussi. Moi, c'est mon cas. De ne pas me dire, tiens, j'ai déjà fait ça, je vais pas refaire ça. Enfin, il faut trouver des nouvelles choses. Alors, il y a ces petits crayonnés. Parfois, je ressors mon carnet quand j'ai plus d'idées. Je retrouve un truc, je dis, tiens, ça, c'était pas mal. Et voilà, il faut trouver le moment de le développer. Il y a des bons moments et des moments qui sont moins propices à ça. Alors, souvent, je refais un crayonné un peu plus abouti derrière. Et puis là, je m'attaque à la toile par la suite. C'est un boulot qui est complètement différent du travail de l'édition, je dirais là, dans ce cas-là. Parce qu'il n'y a pas de contraintes, sauf celles que je m'impose. Et le choix de sujet, c'est moi qui le fais. Alors que dans l'édition, bah, effectivement, si j'ai une couverture à faire, il y a des contraintes de texte, voilà. Il faut quand même trouver une idée assez rapidement. Enfin, alors que ce travail pour l'exposition, effectivement, a été fait sur 2 ans, mais en totale liberté. Voilà. On va parler un petit peu du coffre maintenant, qui est un des éléments clés de l'exposition. Lorsque tu as dessiné ce tableau, est-ce que tu avais idée qu'un jour ça pourrait être, ou même sur d'autres tableaux, qu'un élément pourrait être recréé véritablement? Est-ce que ça te fait plaisir de... Oui, mais enfin bon, c'est Michael, je l'ai rencontré par le biais de la galerie, et il voulait faire un objet. C'est vous d'ailleurs qui avez décidé de faire ce nécessaire. Et comment ça Voilà, s'est fait? je vais les séparer un petit peu. Donc tu avais vu au départ le tableau, c'est venu comment en fait? Non, en fait, je connais Olivier de la galerie depuis un petit moment et il savait ce que je faisais moi de mon côté et du coup on s'était dit que ça serait intéressant de faire une exposition ensemble, mais voilà, sans avoir d'idée. Et puis un jour je suis allé à la galerie et Olivier était tout content, il m'a expliqué je vais aller voir Didier Graffet. Et il se trouve que moi je connais le travail de Didier depuis un moment et que j'aime énormément. Et donc ça fait tilt tout de suite pour moi. Je dis mais pourquoi pas voilà, concrétiser cette idée qui était très vague jusqu'à présent pour faire quelque chose ensemble. Et puis j'avais lu il n'y a pas très longtemps, enfin pas très longtemps avant le 20 milieux sous les mers. Et du coup c'était encore assez frais dans ma tête et tout de suite voilà, il y a des choses assez vagues mais qui se sont mises en place. Et puis Olivier avec sa rapidité m'a dit bah, c'est pas de problème, on appelle Didier tout de suite là maintenant. Et donc j'ai appelé Didier, un peu impressionné, je dois bien avouer. Fallait pas. Ben voilà, mais quand même. Et en fait, il a accroché assez vite avec l'idée aussi. Le seul risque avec ce genre de sujet, c'est qu'on part d'un sujet, et comme c'est la passion qui prend le dessus sur la réalité, on va dire, on part dans des trucs, et à force d'en discuter, on pourrait mettre ci, on pourrait mettre ça, et on s'est retrouvé avec un nombre de... Voilà, on a dû réduire un petit peu au fur et à mesure. Parce que voilà, beaucoup d'objets qui auraient tous eu leur place dans ce coffret, mais voilà, il y en a déjà pas mal. Et puis ben, après, ça s'est fait petit à petit. On a mis pas mal de temps en fait, à mettre en place tout ça. Didier m'a envoyé des croquis, j'ai réagi avec mon regard technique d'artisan en disant là, il y a des choses pas possibles, ou d'autres au contraire, ça serait super. Alors, on a pas mal échangé, et puis petit à petit les choses se sont faites. Didier a dessiné certains des objets qui ont été réalisés après par des artisans, notamment la pipe. Et puis, ben voilà, petit à petit, après c'est presque 6 mois de travail. Est-ce que tu peux nous présenter les pièces importantes qui composent ce coffret? Alors les pièces peut-être les plus représentatives, puis peut-être les plus belles aussi, il y a donc cette pipe qui est... Donc en 2 exemplaires Alors il y en a 2, oui, parce que bon, ça a été un petit peu compliqué les choses. En fait, aujourd'hui, il y a quasiment plus de fabricants de pipes en France. Et il y en a encore moins qui font des pipes figuratives, puisque donc là c'est la tête du capitaine qui est représentée. Et donc en France, il y en avait un qui travaillait que sur un matériau qui est la bruyère, donc qui est un bois, une racine. Et en fait au départ, on était parti avec Didier plus sur l'idée de l'écume de mer. Et en France, il n'y a plus personne qui travaille l'écume de mer, puisque ça vient de Turquie, c'est un peu compliqué, ça ne s'exporte plus, bref. Et donc j'avançais un peu les deux voilà, en me disant il faut qu'il y ait quelque chose de toute façon. J'avais le croquis de Didier, je trouvais ça super, donc il fallait qu'on le fasse. Et puis en fait les deux sont arrivés en même temps, j'ai eu des réponses des deux en même temps. Et du coup les deux ont été faites. Donc il y en a une en écume de mer qui vient de Turquie, puisque c'est là-bas qu'on trouve l'écume de mer. Et puis une qui vient de France, qui a été faite par un meilleur ouvrier de France
par rapport au dessin de Didier en bruyère. C'est une entreprise française qui fait des montres à gousset du côté de Besançon. Ils ne font pas que des montres à gousset, mais ils en font encore. Pas mal de temps de recherche aussi, parce que en fait, c'est pas évident de trouver quelque chose qui soit milieu de gamme. Les montres, ça peut être très très cher. Hein. Les montres à gousset des grands horlogers, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc là, c'était pas possible de mettre dans un coffret. Et sinon, on a des trucs chinois qui tiennent pas la route. Et moi, je tenais à ce que tous les objets soient intéressants, qu'ils soient tous fonctionnels. Là, la montre fonctionne, la pipe, on peut la fumer demain matin si on veut. Et donc, j'ai trouvé cette entreprise qui est à Besançon, qui a fabriqué ce modèle. Et puis sinon, il y a deux autres objets qui sont peut-être particulièrement intéressants. Il y a un astrolabe, qui est un instrument de mesure et de navigation. Il reste une personne en Europe qui fabrique des astrolabes, qui est française. Et en fait, cet astrolabe a été fabriqué spécifiquement pour la latitude de l'île mystérieuse, dont on connaît les coordonnées. Et donc, en fait, c'est dans l'hémisphère sud. Et cette dame, c'était la première fois de sa vie qu'elle faisait un astrolabe pour l'hémisphère sud, puisque d'habitude, elle travaille pour l'Europe, la France, et donc dans l'hémisphère nord. Donc, elle était très contente de pouvoir faire ce petit défi pour elle. Donc, pièce voilà, vraiment unique. Et puis, la dernière pièce qui est intéressante, plus intéressante, c'est la paire de ciseaux. Là, c'était un peu différent, puisque en fait, j'ai contacté l'artisan qui, pareil, le dernier ciselier de France. Et en fait, Didier m'avait dit, j'ai pas très envie de dessiner tous les objets, je préférais que... Non, enfin, l'idée, c'était même pas ça, je voulais que chaque artisan puisse avoir sa vision des choses. Voilà, parce que moi, je trouve que ce coffret, l'intérêt, parce que j'aime bien tout ce qui est traditionnel et artisanal, je trouve que ça m'impressionne toujours. Le travail traditionnel et artisanal m'impressionne, que ce soit le fait de forger une lame d'épée ou... Voilà, je trouve qu'il y a un côté magique là-dedans. Et je trouvais ça bien que chaque artisan puisse vraiment interpréter son truc, quoi, plutôt qu'imposer, voilà, j'ai fait la pipe, ok, très bien, maintenant, après certains ne sont pas capables de le faire, ce que tu disais, certains aiment bien réaliser d'après les crayonnés, mais ceux qui pouvaient le faire, on avait une vague idée pour la paire de ciseaux qui était, je ne sais plus, les hippocampes. Oui, on avait parlé d'hippocampes au départ. Et puis bon, et lui, cet artisan-là a donc fait le dessin avec ce poulpe, oui. Et franchement, voilà, quoi, c'est ce qu'il fallait faire. Ça fonctionne très bien. C'est son idée. Et donc voilà, c'est lui de A à Z, quoi. C'est une demi-heure de discussion par téléphone, et puis après, il a envoyé des projets, et on a dit banco tout de suite. Hein. C'était vraiment très très chouette. C'était évident. Et la réalisation est encore plus chouette, c'est vraiment une très belle paire de ciseaux. Et je crois que pour le coffret, tu avais aussi les cartes qui sont représentées que tu avais déjà dessinées. Oui, ça, ce sont des copies de cartes que j'avais dessinées pour le 20 milieux sous les mers. On a l'itinéraire du Nautilus à travers le monde. Alors, il part du côté du Japon, il me semble, et puis il finit du côté de l'Irlande, enfin un peu au-dessus, là, voilà, dans le Maelstrom, là, du côté du Groenland. Enfin, voilà, donc ça c'était une copie de carte, et puis une copie du plan du Nautilus qui avait été réalisé pour le livre, en fait, il y a une dizaine d'années. Donc c'est une commande de la galerie Daniel Maguen sur pas mal de pièces qui sont exposées. Ça fait quoi? Enfin, qu'est-ce que tu retiens de ce moment, enfin, de ces mois passés, de ce travail? Je cherchais en fait, un moyen de faire autre chose que de l'édition, entre guillemets. Pas m'en décrocher complètement, mais de partir sur quelque chose de plus libre. Parce que les contraintes éditoriales sont parfois un peu lourdes. Bon, on a toujours, dans le cadre qui est fixé, on a une liberté, mais là, ça me permettait vraiment d'aborder déjà un thème qui me tient à cœur et d'envisager ce thème d'abord par l'envie de faire les images et aussi de traiter des grands formats, ce qui ne m'était pas familier. Il y a un livre qui est prévu, il y a le catalogue effectivement de l'exposition, mais un livre prévu à la fin de cette année, qui regroupera toutes ces images-là, plus d'autres images qui sont plus là, effectivement, faites en numérique, et voilà, des choses que je fais pour les couvertures, qui me permettent aussi de développer l'univers de manière plus éditoriale, on va dire, avec un texte qui sera fait par Xavier Mauméjean, qui lui connaît bien cet univers, comme Johan Elliott, enfin bon, des auteurs qui connaissent bien le steampunk. Donc je voulais en fait aller au bout de ce projet-là, d'abord de faire des images pour imposer mon univers personnel, mais voilà,
Et puis derrière, faire le livre qui serait un peu plus complet. Et revenir peut-être vers quelque chose de moins artistique dans la démarche, mais de plus complet au niveau du texte. Et, bon, là, j'ai ouvert plein de pistes avec ces tableaux, ce qui me permettait de continuer ça après. Mais l'envie était évidemment de faire des grands formats et de me plonger dans ces images. Très bien, merci beaucoup. Merci.